Bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer le TD6 où on va parler d'arc-boutement. Donc le phénomène d'arc-boutement, c'est un phénomène qui est lié au frottement, qu'on va illustrer donc avec cet exemple un peu, on va dire, théorique du palan. Et on verra après dans un second temps que derrière ce modèle un peu théorique, on peut cacher en fait énormément de mécanismes. Donc dans le principe, quand on a une structure où on peut avoir ou pas de l'arc-boutement, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'en fonction pour cette structure, en fonction de la disposition de différents composants, en l'occurrence en fonction de la position de la pièce 2 qu'on va pouvoir décaler, on va avoir un système qui va pouvoir translater verticalement, comme c'est représenté entre cette figure et cette figure, ou qui va être complètement bloqué. Donc là, typiquement dans cette configuration-ci, le solide 1 ne pourra pas du tout translater par rapport au solide 0. Et ça, c'est juste lié à la position de la pièce 2 le long de cette direction. Donc on va essayer de mettre tout ça en équation, de comprendre ce qui se passe et à la fin conclure sur c'est quoi exactement l'arc-boutement et voir qu'on l'a déjà croisé sans le dire. Donc là on nous définit les différents systèmes, donc la pièce 0 à ce niveau-là qui le bâtit et la pièce 1 et 2. Alors il y a un ensemble d'hypothèses qu'on va lire ensemble. Tout d'abord, important, on suppose que le modèle va être plan. On va s'intéresser à l'étude dans le plan OXY. Alors tout le paramétrage est fait par rapport à la figure de la page d'après. Ensuite, on suppose que le poids de la pièce 1, donc la pièce représentée en orange, est négligeable devant le poids de la pièce 2, représentée en rouge. Ok. Et enfin, donc, les liaisons en A et en B, on va voir où c'est, ce sont des sphères plans de normale X, ok, pourquoi pas, avec frottement. Super, et on nous donne le coefficient de frottement petit f. Très bien. Donc là c'est intéressant, on nous dit qu'en A et en B il y a du frottement. Alors c'est quoi le point A et c'est quoi le point B? Maintenant on va raisonner sur ce schéma avec le paramétrage. Donc on retrouve bien nos trois classes d'équivalence. La classe 0 c'est la pièce grise, la classe 1 c'est l'espèce de triangle là, de trapèze même, et la pièce 2, la pièce bleue un peu plus foncée. Et donc en A et en B, à ce niveau-là, on nous dit que les liaisons, ce sont des sphères plans avec frottement. En tout cas, on va les modéliser telles quelles. Pas de souci. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va lire rapidement l'ensemble des questions et après, on va donc les traiter. Mais encore une fois, toujours pareil, je vous invite fortement à bien lire les questions avant de vous lancer dans un exercice. Première question, dessiner le graphe de structure du mécanisme. Grand classique, on fait de la statique, il nous faut un graphe de structure. Question 2. Écrire le torseur des actions mécaniques transmissibles de chacune des liaisons. Donc là encore, c'est un grand classique. Une fois qu'on a écrit le graphe de structure, pour chaque liaison, on va écrire le torseur d'action mécanique transmissible. Attention, il y en a deux qui ne sont pas parfaites. Ok, d'ailleurs, question 3, montrer que si on a des sphères plans parfaites, alors notre sujet n'est pas très intéressant. Ok, donc là, on va justifier le fait qu'on modélise avec du frottement ce qui se passe en A et en B, on va en reparler. Question 4, écrire le PFS à l'ensemble 1 plus 2. Donc là, on nous dit au final quel système isolé, donc ça va aller assez vite. Et écrire donc les trois équations traduisant l'équilibre de l'ensemble 1 plus 2. Au passage, là, c'est une petite coquille de copier-coller. Et question 5, résoudre le système d'équations et en déduire la condition géométrique d'équilibre du système, c'est-à-dire la valeur x lim, en deçà de laquelle le système se mettra à glisser. Ok, donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que notre longueur x, qui représente la position de la pièce 2 par rapport à la pièce 1, que je peux plus ou moins décaler à gauche ou à droite, il va y avoir une valeur, limite, x lim. Si x est plus petit que x lim, apparemment, notre système va glisser. Et si x est plus grand que x lim, notre système devrait, du coup, a priori, ne pas glisser et être à l'équilibre. Ok, on va commencer les choses dans l'ordre et faire un graphe de structure. Alors, j'ai copié-collé en grand le schéma, c'est pour pouvoir faire des constructions dessus tout à l'heure. Donc, question 1, graphe de structure. Alors, on va commencer par repérer les différentes classes d'équivalence. Donc, combien est-ce qu'on a de classes d'équivalence dans notre problème? On en a 1, 2, 3. On a 3 classes d'équivalence. Donc, on a 0 qui se trouve être le bâti. Alors 0 est en contact avec la classe d'équivalence 1,
par le biais de deux liaisons. Une au niveau du point A et une au niveau du point B. J'ai bien du contact entre ma pièce grise et ma pièce bleu clair en B, ainsi qu'en A. Donc là, je vais avoir deux liaisons en parallèle entre 0 et 1. Une que je vais appeler donc L de 0. Alors, je vais avoir du coup la sphère plan de normale à x et ma sphère plan de normale bx. Ok. Ok. Donc, juste pour prendre un peu de place. Très bien. Ensuite, mon solide 1, il va être en contact avec mon solide 2 à ce niveau-là. Et donc, bon, bah là, je sais pas trop, enfin, c'est pas vraiment défini dans le sujet, quel type de contact c'est, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir translater la pièce 2 par rapport à la pièce 1 dans la direction x. Puisque je vous rappelle, on va s'intéresser notamment à ce que vaut cette valeur x. Donc, on doit pouvoir la faire varier. Bon, donc du coup, je vous propose de modéliser cette liaison par une glissière. Glissière de direction x. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le graphe de liaison. Pour en faire un graphe de structure, je vous rappelle qu'il faut rajouter toutes les informations de chargement. Donc qu'est-ce que j'ai comme chargement ? J'ai à ce niveau-là le poids P qui va s'exercer sur 2. Donc sur mon solide 2, je vais avoir une action mécanique extérieure que je vais appeler P. Et donc là, on vient de finir la première question. On a bien dessiné le graphe de structure du mécanisme. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la question 2, c'est-à-dire écrire le torseur des actions mécaniques transmissibles dans chacune des liaisons. Et même tant qu'à y être, je vais aussi écrire le torseur d'action mécanique associé au chargement. Comme ça, j'aurai tous mes torseurs d'action mécanique. Alors, on va peut-être d'ailleurs commencer par celui-là. Donc, j'ai le torseur d'action mécanique de ma force P sur mon solide 2. Donc, c'est une action mécanique de type force, que c'est comme ça qu'elle est représentée. On voit qu'elle s'applique au niveau du point G et qu'elle est portée par moins Y. Donc notre torseur, ce sera un glisseur. Déjà, je sais que le moment va être nul. Si je raisonne au point G, alors dans la base petit b, donc pour la suite, ma base petit b, c'est X, Y, Z. Encore une fois, je n'ai qu'une base dans ce sujet, donc là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Et donc notre effort, là, on voit que P est orienté vers le bas. Donc tant qu'à y être, je vais prendre un P positif, ce qui fait que je vais avoir moins P sur Y, 0, 0. Ok, donc là, je vous ai écrit le torseur avec une modélisation 3D classique. Oui, mais attention, dans les hypothèses, on nous a dit qu'on faisait de la modélisation plane. C'est ce qui est surligné dans les hypothèses, là. Par conséquent, ça veut dire quoi ? Vu qu'on raisonne dans le plan OXY, ça veut dire que je ne peux pas avoir de résultante suivant Z, et je ne peux pas avoir de moment suivant X et Y. Donc je vais pouvoir raisonner en mettant des petits traits. Donc ça, c'est pour le premier torseur, c'est le torseur d'action mécanique associé à mon effort. Alors maintenant, on va faire les torseurs d'action mécanique associés aux différentes liaisons. Et je vous propose de commencer par la glissière. Alors pourquoi je commence par la glissière ? En pratique, c'est le plus simple, dans le sens où c'est une liaison qui est parfaite. Donc là, il me suffit de connaître mon cours. Alors on va commencer par la base. Encore une fois, je n'ai qu'une base, donc je peux l'écrire, je vais l'exprimer naturellement dans la base x, y, z. Petite remarque, vu que c'est une glissière de direction x, ça a du sens. Et ensuite, en quel point ? Pour l'instant, je ne sais pas trop, j'ai pas vraiment d'argument pour choisir un point. Dans mon sujet, on parle du point A, du point B et du point G. Je sais que la forme de mon torseur associé à de mon torseur d'action mécanique transmissible associé à une glissière sera la même en tout point de l'espace. La forme, pas les valeurs des composantes en moment. Bon, donc je vous propose de l'écrire en A, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'argument. Donc vu que c'est une glissière de direction X, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un degré de liberté en translation suivant X. Donc je ne pourrai pas transmettre d'effort, donc de résultante suivant X. Donc là, je vais avoir un 0. Par contre, du coup, je vais pouvoir transmettre l'ensemble des autres actions mécaniques. Donc j'aurai du Y12. Mais vu que je suis en modélisation plane, ce qui se passe sur Z, ça ne m'intéresse pas.
tout comme le moment le moment A porté par X, le moment A porté par Y, mais j'aurai par contre du N12. Ok, donc là c'est mon torseur d'action mécanique associé à ma glissière de direction X entre 1 et 2. Alors il me reste maintenant mes torseurs d'action mécanique associés à mes sphères plans entre 0 et 1. Alors celle associée à la sphère plan au niveau du point A, je l'appelle donc je m'intéresse au torseur d'action mécanique de 0 sur 1, petit a, pour dire que je m'intéresse à ce qui se passe à ce niveau-là. Ok, donc déjà on va commencer facile en repérant les composantes qui ne m'intéressent pas avec la modélisation plane. Donc je sais que la résultante suivant Z, le moment suivant X et le moment suivant Y ne vont pas m'intéresser. Très bien. Ensuite, donc A c'est le point de contact. Donc si j'écris le moment au niveau du point A, je sais que le moment sera nul. Donc déjà j'aurai une composante à ce niveau-là qui sera égale à 0. Alors maintenant je vais raisonner tant qu'à être dans la base petit b. Là encore, pourquoi ? Je n'ai qu'une base. Et encore une fois, la normale à ma sphère plan, c'est une sphère plan de normale à x. Donc je sais que j'aurai nécessairement une composante suivant x que je vais appeler xa pour l'instant. Et donc si j'avais une sphère plan parfaite, j'aurais juste une composante suivant la normale et j'aurais un 0 ici. Oui, mais là je sais que ma sphère plan n'est pas parfaite, je sais qu'il y a du frottement. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir une composante non nulle, une composante tangentielle de mon action mécanique non nulle. Donc là, je vais avoir potentiellement du YA. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir à est-ce qu'on peut dire des choses sur le signe de XA et de YA. Alors, on va commencer par XA. Donc, je vais zoomer un petit peu et on va réfléchir là-dessus. Je vais dessiner ici. Ouais. Donc, pour XA, alors, la normale au contact, je vais la dessiner en gris, ça correspond à cette droite-là. C'est la droite qui passe par A et qui est bien portée par X. Là, on s'intéresse pour l'instant à l'action mécanique de 0, la pièce grise au milieu, sur 1, au niveau du point A. Et on a dit que pour qu'il y ait du frottement, il fallait que nos deux pièces s'appuient l'une sur l'autre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nécessairement, l'action mécanique de 0 sur 1, elle doit aller, en termes de sens, de 0 vers 1. Et donc, par conséquent, je peux en déduire que XA doit être nécessairement vers la gauche. Puisque là, j'ai bien l'action mécanique qui va de ma pièce 0, la pièce grise, vers la pièce 1, au niveau du point A. Donc tout ça pour dire que dans mon torseur, XA, je sais a priori qu'il est négatif. Alors ensuite, YA. Est-ce que YA va être vers le haut ? Est-ce que YA va être vers le bas ? Alors ça, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident ? Parce que pour l'instant, tant qu'on ne se met pas à la limite du glissement, a priori, je sais juste que la composante tangentielle, elle est en valeur absolue inférieure ou égale à f fois ma composante normale. Mais je connais pas spécialement son sens. Donc vu que j'en sais rien, pour l'instant, pour raisonner, je vais la prendre a priori positive. Encore une fois, par défaut, quand vous définissez une variable, vous choisissez a priori cette variable positive, et si vous obtenez un résultat négatif, ça veut dire que votre résultat est négatif. XA, je sais déjà que c'est une action, mais c'est une force qui va aller vers la gauche, donc tant qu'à y être, c'est pour ça que j'ai mis directement un signe moins à ce niveau-là. YA, a priori, j'en sais rien. Ok, donc ça c'était pour le torseur d'action mécanique de 0 sur 1. Juste petite remarque, si vous n'avez pas mis le signe moins à ce niveau-là, c'est pas grave, ça veut juste dire que votre XA est défini positif et votre résultat sera du coup négatif. Alors que là, moi je m'attends à avoir un XA positif puisque j'ai mis le moins en facteur devant. Alors ensuite, du coup, j'ai le torseur d'action mécanique associé cette fois-ci à la sphère plan au niveau du point B. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, si je raisonne au point B dans la base petit b, vu que je fais de la modélisation plane, je ne peux pas avoir de résultante portée par Z, de moment porté par X et de moment porté par Y. Si j'écris mon torseur au point B, au niveau de ma sphère plan, vu que je peux pas transmettre, vu que j'ai toutes les rotations possibles autour de n'importe quel axe qui passe par B, je ne pourrai pas transmettre de moment, donc je vais avoir un 0 à ce niveau-là. Donc là encore, si je m'amuse à redessiner un petit peu les choses au niveau du point B, je vais faire en gris la normale au contact. Je me suis un peu planté.
la normale au contact qui passe par B. Donc on voit que la normale, là encore, elle est portée par le vecteur X. Ok. Donc la normale est portée par le vecteur X, super. Donc ça déjà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nécessairement, j'aurai une composante suivant X, que je vais appeler du coup X petit b. Et si ma liaison était parfaite, j'aurais du 0 ici. Mais ma liaison n'étant pas parfaite, je vais avoir une composante tangentielle. Donc je devrais avoir a priori du YB. Alors là encore, on peut réfléchir au sens de XB et de YB. Donc là, je m'intéresse à l'action mécanique de 0 sur 1, c'est-à-dire à l'action mécanique de ma pièce grise à ce niveau-là, sur ma pièce bleue, au niveau du contact en B. Donc vu que, là encore, pour qu'il y ait du frottement, il est nécessaire que ma pièce 0 appuie sur ma pièce 1, il va falloir que l'action mécanique, la force de 0 sur 1 au niveau du point B, elle aille bien, d'un point de vue sens, de 0 vers 1. Donc là, je peux en déduire a priori que je vais avoir du XB qui va être cette fois-ci vers la droite. Et là encore, pour les mêmes raisons que pour YA, a priori, est-ce qu'il va vers le haut, est-ce qu'il va vers le bas? Même si j'ai peut-être une petite intuition qu'il semblerait, enfin, que ça semblerait assez logique qu'il aille vers le haut, a priori, je ne peux pas le prouver tant que ça, enfin, comme ça, tant qu'on n'est pas en limite de glissement. Donc pour l'instant, je vais supposer que YB est vers le haut. Alors, que ce soit pour YA ou pour YB, je vous ai dit que tant qu'on n'était pas à la limite du glissement, on ne pouvait pas justifier proprement si cette force allait vers le haut ou vers le bas. Petit rappel, comment est-ce qu'on fait donc, si on se place à la limite du glissement? Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu. On a vu que quand on était à la limite du glissement, on va peut-être l'écrire du coup, donc si on se raisonne à la limite du glissement, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que ça va nous impliquer? Ça va nous impliquer que si on s'intéresse à la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, produit scalaire, du coup, on va dire la résultante de 0 sur 1, donc c'est bien l'action mécanique qui nous intéresse, on va obtenir donc, le produit des normes avec un signe moins. On va obtenir moins quelque chose, enfin on va obtenir... alors c'est pas si trivial, on va obtenir moins VB appartenant à 1 par rapport à 0, ok, fois, on va dire, valeur absolue de YB, ok, pour regarder mes notations. En tout cas, ce qui était important là, c'était ce signe moins. Ça veut dire que l'action mécanique de 0 sur 1 va avoir tendance à s'opposer au mouvement de la mise en mouvement de 1 par rapport à 0. Et là, on peut réfléchir, ok, mais alors ce vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, d'après vous, si notre système se met à glisser, il va être orienté comment? Là, globalement, si mon système est soumis à un poids à ce niveau-là, si d'un coup il se met à glisser, en A et en B, je pense que vous sentez que ce qui va se passer, c'est que ma pièce, elle va avoir tendance à tomber. Elle va avoir tendance à glisser vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, il va être a priori vers le bas. Et par conséquent, l'action mécanique de 0 sur 1, elle va avoir tendance à avoir une composante vers le haut. Donc là, on retrouve bien qu'intuitivement, a priori, YB et YA devraient être vers le haut au moment où on aura du glissement. Donc, petite remarque en passant. J'efface parce que tout ça, c'était de la remarque en passant, c'était pas trop ça qui nous intéresse pour le moment. Hop, ok. Quoi qu'il en soit, c'est bon, j'ai écrit tous mes torseurs. On va pouvoir passer à la question 3. Alors, montrer que l'étude n'a pas de sens si on considère que toutes les liaisons sont parfaites. Ok. Alors, c'est parti. Question 3. Donc, si toutes les liaisons sont parfaites, qu'est-ce que ça va changer? Donc, niveau des liaisons, qu'est-ce qu'on a? On a l'action mécanique de 1 sur 2, celle-là, mais celle-là, on l'avait déjà modélisée en supposant que la liaison était parfaite. Donc, ça va juste changer ce qui se passe au niveau des sphères-plans d'axe AX et d'axe BX. Là, il suffit de bien connaître, du coup, ces torseurs d'action mécanique parfaites. Si toutes nos liaisons sont parfaites, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir sur nos torseurs d'action mécanique associés aux sphères-plans que des composantes en résultantes suivant la normale au contact. Et donc en particulier, YA
va être égal à 0 et YB va être égal à 0. Ok, alors du coup, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Alors si je lis la suite du sujet en étant un petit peu malin, je vois que après on nous invite à isoler 1 plus 2. Donc on peut réfléchir à cet isolement de 1 plus 2. Petite remarque, ma glissière, je ne connais pas grand-chose dessus. Donc je suis quand même assez tenté de ne pas isoler ma glissière et directement isoler, enfin de ne pas isoler juste 1 ou juste 2. J'aimerais bien faire apparaître le poids et j'aimerais bien faire apparaître mes sphères plans vu que c'est au niveau de mes sphères plans qu'il y a cette histoire de frottement ou pas frottement. Donc l'hypothèse intéressante, elle se passe entre 0 et 1 et mon chargement, il s'applique à 2. Donc assez intuitivement, moi je suis tenté d'isoler 1 plus 2. Alors si j'isole 1 plus 2, j'intersecte combien de traits? J'intersecte 3 traits. Ok. Donc du coup on va écrire ça. On isole 1 plus 2. Donc vous auriez pu y penser comme des grands, mais au passage, en lisant la question suivante, de l'intérêt d'avoir lu le sujet avant, on voit que globalement on nous encourage à isoler 1 plus 2. Donc on isole 1 plus 2, on fait l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'action mécanique du poids sur 2, l'action mécanique de 0 sur 1 petit a, et l'action mécanique de 0 sur 1 petit b. Ok. Et donc là, au final, si je représente, c'est ce torseur et ce torseur qui m'intéressent. Et on vient de voir que YA est égal à 0 et que YB est égal à 0. Ok, donc on a ces composantes là qui apparaissent dans notre qui n'apparaissent pas avec l'hypothèse de liaison parfaite. Moi, ça me donne envie de voir ce qui se passe si j'écris le théorème de la résultante statique porté par Y. Puisqu'a priori, YA et YB vont disparaître. Donc on sait que notre résultat, notre TRS suivant Y, il va être assez différent si on suppose que les liaisons sont parfaites. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dans le premier torseur moins P. Dans le torseur petit a là, de 0 sur 1 petit a, on va avoir plus 0. Dans le torseur de 0 sur 1 plus petit b, plus 0. Encore une fois, je raisonne avec ces deux hypothèses. YA est égal à 0, YB est égal à 0. Et donc ça, d'après le TRS, c'est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que P était égal à 0. Ok, alors on va réfléchir 15 secondes à ce qu'on vient d'écrire. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que pour que mon système soit à l'équilibre, il faut que la force P soit nulle. Alors je vous laisse vous convaincre que, effectivement, si ma force P est nulle, mon système est à l'équilibre. Ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je sais que ce système peut être à l'équilibre, y compris, d'un point de vue expérimental, y compris si P est non nul, et même si P est relativement important. Pour ça, il suffit d'avoir X plus grand que ce fameux X limite qu'on va chercher. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On trouve que P est égal à 0. Or, on sait, en tout cas c'est ce qu'on veut démontrer, donc on va le supposer, que pour X supérieur à X lim et P différent de 0, on est à l'équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas supposer que les liaisons sont parfaites en A et en B. Que les sphères plans sont parfaites. Voilà, c'est une façon, on va dire, de le rédiger. Encore une fois, parce qu'on vient de trouver une incohérence. On sait que dans notre système, pour un P non nul avec X plus grand que X lim, notre système est à l'équilibre. Tout ça, c'est expliqué dans le petit texte au-dessus. Or, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement en A et en B, a priori, pour être à l'équilibre, il faut que P soit nul. Donc c'est incohérent. Donc ça veut dire que notre hypothèse que toutes les liaisons sont parfaites, qui implique directement que YA est égal à 0 et que YB est égal à 0, elle n'est pas valide. Ok, alors maintenant qu'on a justifié que YA et YB étaient non nuls, on va pouvoir passer à la question 4, donc la question vraiment de statique à proprement parler. Donc écrire le PFS appliqué à l'ensemble 1 plus 2 et déterminer les trois équations traduisant l'équilibre statique de l'ensemble 1 plus 2. Ok, pas de souci.
Donc rebelote, je vais recopier le début, je m'embête pas. On isole 1 plus 2, et je fais l'inventaire des actions mécaniques, ça va être le même. C'est juste que là, dans mes torseurs, je ne vais pas négliger YA et YB. Très bien. Alors, quelles sont les trois équations que je vais pouvoir écrire? Je vais pouvoir écrire l'équation en résultante suivant x, qui va correspondre donc à chaque fois à ces termes-là, par exemple. Alors juste, petite remarque, vu que j'isole 1 plus 2, ce torseur au milieu, il ne va pas spécialement m'intéresser. C'est juste ceux avec les petits coups de stabilo à côté qui vont m'intéresser. Donc le théorème de la résultante suivante x va me faire apparaître ces termes-là. Le théorème de la résultante suivant y va me faire apparaître ces termes-là. Et après, je vais pouvoir écrire une équation de moment suivant z. Mais attention, là j'ai un torseur exprimé au point G, un torseur exprimé au point A et un torseur exprimé au point B. Donc déjà, première étape, il va falloir que je réfléchisse au point où je vais calculer mon théorème du moment statique. Donc là, j'ai pas 15 000 candidats, j'en ai 3, le point G, le point A et le point B. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour privilégier un point plutôt qu'un autre? Alors déjà, un truc qui me saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois, on a des glisseurs. Première remarque. Donc, que ça soit pour ce torseur, ici j'ai un 0, ici j'ai un 0, ici j'ai un 0. Ok. Ensuite, ce qui me saute aux yeux directement, c'est que pour mes torseurs d'action mécanique associés à mes sphères plans, j'ai à chaque fois deux composantes de résultantes. Alors que pour celles associées à mon poids sur ma pièce 2, je n'ai qu'une composante. Donc étant un petit peu feignant dans mes calculs, je sais que quand je vais faire mon varignon, a priori, quand je vais déplacer le torseur associé au poids, ça me coûtera un calcul de moins que pour les autres. Dans mon produit vectoriel, je vais avoir qu'une composante dans ma résultante contre deux ici. Donc tout ça pour dire qu'a priori, le point G, c'est pas le plus malin, dans le sens où sinon il va falloir que je déplace ces deux torseurs, et du coup, je vais avoir un tout petit peu plus de calcul. Après, entre le point A et le point B, est-ce qu'il y a un argument frappant? Pas vraiment, ils ont des rôles à peu près symétriques, donc on peut choisir a priori le point A ou le point B, ça va quand même beaucoup se ressembler. Alors, je vous propose de raisonner au niveau du point A, mais on aurait pu faire la même chose avec le point B, et petite remarque, on aurait pu aussi raisonner avec le point G, ça n'aurait pas été faux, juste le calcul aurait été un tout petit peu plus long. Donc, on applique le PFS en A. Ok. Alors je vous propose de commencer par les théorèmes de la résultante. Théorème de... Alors, on va peut-être du coup réécrire tous les torseurs en A, comme ça ce sera fait. Donc le torseur du poids sur le solide 2, donc pour l'instant on le connaît au niveau du point G, ça nous fait du 0 moins P0. Excusez-moi, c'est des petits traits, c'est pas des zéros. Trait, 0, donc ça c'est au point G dans la base petit b. Et donc on aimerait bien connaître l'expression du torseur au point A. Alors je vous rappelle, pour la résultante, ça ne va rien changer, vous pouvez la recopier déjà. Pour le moment, donc il n'y a que la composante suivant Z qui va nous intéresser. Ok, super. Au point A dans la base B. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver facilement cette composante? Donc là, soit vous écrivez proprement votre varignon, vous avez le droit, et c'est très bien. Soit, vu que c'est un problème plan et qu'on n'a que des forces, on peut raisonner assez facilement avec les notions de bras de levier, etc. Donc on va refaire ça fait un petit moment pour vous entraîner. Alors je vous rappelle le concept, on commence, vous commencez dans votre tête par tracer la droite support de votre force. Voilà, donc là c'est la droite support de ma force, ça c'est dit avec un vocabulaire plutôt vectoriel. Si j'utilise un vocabulaire plutôt torsoriel, là c'est l'axe central de mon glisseur, associé à l'action mécanique donc du poids sur ma pièce 2. Et donc le moment au niveau du point A, donc le point A je vais le représenter en rouge, le point A il est à ce niveau-là. Okay. Comment est-ce qu'on va le déterminer? Première étape, c'est de connaître le sens. Alors pour connaître le sens, il faut regarder ma force. Je vais la repasser en un peu plus épais. Voilà, donc ma force P à ce niveau-là, par rapport au point A, elle me donne envie de tourner dans quel sens? Par rapport au point A, elle va me donner envie de tourner dans ce sens-là. Donc là, si vous regardez, c'est le sens anti-trigonométrique, qui va de y vers x, si vous voulez. Donc déjà, je sais que mon moment, au point A, il sera négatif, vu que ça me fait tourner dans le sens négatif.
Donc déjà, je peux commencer en disant que je sais que je vais avoir un signe moins. Ok. Ensuite, mon moment, il va être proportionnel à ma force fois mon bras de levier. Donc ma force, sa norme, c'est P. Ok. Et après, j'ai le bras de levier. Alors je vous rappelle, c'est quoi le bras de levier? C'est la distance entre le point dont je cherche à... entre le point où je cherche à calculer le moment et la droite support de ma force. Donc là, la droite support, je l'ai représentée en orange. Le point où je cherche à calculer le moment, c'est le point A. Et donc, quelle est la distance entre cette droite et le point? C'est x plus cette distance-là. Et cette distance-là, elle vaut quoi? Si je descends, je vois que le diamètre de ma pièce grise, c'est petit a. Donc ce que j'ai ici, ça vaut petit a sur 2. Donc mon bras de levier, ça va être x plus a sur 2. Donc tout ça pour dire qu'au final, que mon moment en a de l'action mécanique du poids sur 2, ça va être moins p, facteur de x plus a sur 2, porté par z. Ok. Encore une fois, si vous appliquez Varignon proprement, etc., vous devriez normalement retrouver la même chose. Ensuite, il me faut donc le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit a. Alors celui-là, c'est facile, il est déjà au bon point. Juste, je le recopie, comme ça on aura tout au même endroit. On avait du moins xa, ya, rien, 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 0, au point A dans ma base petit b. Ok. Et donc le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit b. On avait du xb, yb, rien d'intéressant, rien d'intéressant, rien d'intéressant, 0, au point B, dans la base petit b. Alors maintenant, je cherche à exprimer donc ce torseur dans la base petit b toujours, mais au point A. Là encore, pour la résultante, ça ne va rien changer. J'aurai toujours du xb, yb, quelque chose qui ne m'intéresse pas. Pour le moment, j'aurai toujours quelque chose qui ne m'intéresse pas, quelque chose qui ne m'intéresse pas, et maintenant le moment A. Alors là, pareil, je vous propose qu'on essaye de raisonner avec les bras de levier. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que j'ai deux composantes, mais encore une fois, vu que je les ai dessinées, je vais pouvoir raisonner composante par composante. Alors c'est parti, je vous propose de commencer par la composante associée à YB. Enfin, par YB, excusez-moi. Donc, tout se passe, ce que je veux dire, l'action mécanique de 0 sur 1 au point B, je peux la décomposer en deux forces. Une force que j'appellerai, on va dire, YB, et une force que j'appellerai XB. Et donc, je vais traiter ces deux forces l'une après l'autre. Alors, pour YB, ma droite support, elle passe par B, et elle est portée par Y, c'est la droite que je fais en orange ici. Très bien. Alors, ensuite, cette force YB par rapport à mon point A, elle me donne envie de tourner dans quel sens? Elle me donne envie de tourner dans ce sens-là. Donc cette fois-ci, ce sens-là, c'est le sens qui va être positif. Donc déjà, je sais que je vais avoir un plus. Ensuite, je vais être proportionnel à YB, mon effort, et proportionnel au bras de levier. Donc je vous rappelle la distance entre la droite que j'ai fait en orange et mon point rouge. Et que vaut cette distance? Petit a. C'est marqué ici. Donc là, ce que je dis, c'est que la partie du moment qui va être associée à YB, qu'est-ce qu'elle va valoir? Elle va valoir petit a YB, c'est tout, porté par Z. Donc là, je vais avoir du petit a YB. Ok, donc là, c'était pour la composante associée à YB. Enfin, pour la partie associée à YB. Maintenant, rebelote pour XB. Alors, du coup, je vais effacer ma droite. Et on recommence. Donc pour XB, la droite support, je la fais toujours en orange, c'est celle-ci. Ok. Donc première étape, est-ce que j'ai un plus ou est-ce que j'ai un moins? C'est mon effort XB par rapport à mon point A, il va me donner envie de tourner dans ce sens-là. Donc là encore, c'est le sens positif qui va de X vers Y. Donc par conséquent, déjà, je sais que j'aurai un plus. Donc je peux l'écrire. Au niveau de mon moment, la composante associée au point... la composante associée à XB, elle sera positive. Ok. Ensuite, ce sera encore une fois proportionnel à mon effort, XB, et il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de mon bras de levier, c'est-à-dire la distance entre la droite support de ma force et le point où je cherche à calculer le moment. Et bien la distance, elle est marquée à ce niveau-là, c'est simplement h. Donc là, je vais avoir
h x b. Et voilà, donc là je viens de calculer mon moment au point A de l'action mécanique de 0 sur 1 associé à la sphère plan en B, sans poser proprement un varignon, juste en faisant des calculs de bras de levier. Encore une fois, vous avez le droit d'écrire en termes de rédaction ce que je viens de faire. Ça suffit maintenant. Mais encore une fois, ça suffit si vous ne vous trompez pas. Donc c'est important de vous entraîner à bien maîtriser cette notion de calcul des moments avec des bras de levier, parce que à terme, ça vous permettra de gagner du temps, si vous ne vous trompez pas. Si vous avez encore besoin de poser proprement le varignon sous forme vectorielle, etc., pas de souci, posez-le. Mais petit à petit, sur les problèmes plans, ça serait bien de réussir à calculer donc les moments à coup de bras de levier, ça va quand même un peu plus vite, quand c'est pas trop compliqué en termes de direction. Je veux dire qu'on on a à chaque fois des droits de support, enfin on n'a pas des cos compliqués à calculer, des choses comme ça. Ok, bon, donc maintenant que j'ai écrit mes trois torseurs au point A, je peux hyper rapidement déterminer mes trois équations du PFS. On va commencer donc par le théorème de la résultante statique suivant X. Donc ça va correspondre, on va dire, à ce que je vais surligner en vert. Donc dans mes torseurs, je vais avoir du 0, moins XA, XB, alors excusez-moi, je vais prendre le bon torseur tant qu'à y être, XB et 0. Ok. Oups. Ok. Donc ça va me donner 0 plus moins XA plus XB est égal à 0. Ok. Ensuite, j'en ai plus besoin. Ça me fait plus de place. Ensuite, donc, je vais avoir mon théorème de la résultante statique portée par Y. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner celui-là? Donc là, je vais surligner un juste pour... Vous n'êtes pas obligé de surligner en vrai. Hein. Là, c'est pour bien illustrer. Là, je vais avoir du moins P, YA et YB. Donc, ça va me faire du moins P plus YA plus YB est égal à 0. Ok. Et pour finir, j'ai mon théorème du moment statique en A porté par Z. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je vais surligner ça en bleu. Ça va me donner du moins P facteur de X plus A sur 2, plus 0, plus AYB plus HXB est égal à 0. Donc, on a dit moins P facteur de X plus A sur 2, plus 0, plus AYB plus HXB est égal à 0. Voilà, donc là c'est bon, je viens de trouver mes trois équations, que je vais appeler 1, 2, 3, de mes trois équations d'équilibre. C'est un résultat. Alors petite remarque, je ne sais pas bien ce que j'ai fait, j'ai pas encadré tous mes résultats à la fin de chacune de mes questions. Vous avez le droit d'encadrer vos conclusions, etc., etc., etc. Ok. Alors, on va juste réfléchir ensemble quelques minutes à qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qui est inconnu dans notre système. Bon, bah déjà, nos inconnus de liaison, comme leur nom l'indique, sont inconnus. Donc ça veut dire quoi? Alors je vais surligner en violet ce que je ne connais pas. Que XA, je ne connais pas. XB, je ne connais pas. YA, je ne connais pas. YB, je ne connais pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que je ne connais pas? Oui, il y a aussi la longueur X, puisque encore une fois, le but du jeu, ça va être de trouver la valeur limite. Donc X, je ne connais pas non plus. Donc là, dans mon système d'inconnus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 inconnus. Et j'ai combien d'équations? 3 équations. Bon, donc là, c'est mal barré pour m'en sortir. C'est pour ça que nous allons traiter la dernière question, la question 5, qui est donc résoudre ce système d'équations et en déduire la condition géométrique d'équilibre du système, c'est-à-dire la valeur x'lim en deçà de laquelle le système se mettra à glisser. Alors là, cette phrase, elle est super importante, on va la décortiquer ensemble. Donc, résoudre le système d'équations, déjà, ça veut dire qu'il existe une solution. Donc, on va essayer de faire en sorte de rajouter ce qu'il faut à notre système pour trouver une solution. Et donc, on va se mettre dans des conditions où... donc voilà, c'est la condition d'équilibre,
c'est-à-dire la valeur xlim en deçà de laquelle le système se mettra à glisser. Donc ça veut dire que quand x est égal à xlim, notre système ne glisse pas, mais si x est un tout petit peu plus grand que xlim, notre système se met à glisser. Donc là, on est où? Là, on est pile poil à ce qu'on appelle la limite du glissement. On va être en limite du glissement dans cette question. Donc dans la question 5, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question? On nous dit deux choses en fait. On nous dit premièrement qu'on est à la limite du glissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire notamment, je mets des guillemets pour passer les notations du cours. On sait que notre effort tangentiel, il va être égal à f fois notre effort normal. Et on sait au passage que l'effort tangentiel, alors ça c'est on va dire en termes de valeurs, je pourrais mettre des valeurs absolues partout pour pas m'embêter. Et on sait que l'action mécanique de 0 sur 1, elle va être de sens opposé à la vitesse du point de contact, donc A ou B en l'occurrence, ici, donc c'est soit A, soit B en fonction du point considéré. On va dire A par exemple, donc la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Ça, c'est ce que nous dit le fait qu'on est à la limite du glissement. Et ça nous dit aussi que x est égal à quoi? C'est égal à x limite. Voilà, donc ça, c'est tout ce que nous dit la question. Ou tout ce que nous dit l'application directe du cours par rapport à la question. Donc maintenant, on va appliquer. Ça veut dire que je vais récupérer mon système d'équations. Hop, je le copie-colle, je ne m'embête pas. Oups. Ok. Donc je le copie-colle, j'enlève tous les trucs. Là, on a nos équations 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qui va changer dans ces équations? Déjà, ce qui va changer, c'est que là, on n'a plus x, on va avoir xlim, puisqu'on sait qu'on s'est placé, là, on se place à cette valeur particulière. Et ensuite, à ces trois équations, on va pouvoir en rajouter deux autres. Donc là, j'ai toujours mes équations 1, 2 et 3. Et on va pouvoir ajouter les deux équations qui dérivent directement du fait que mon effort tangentiel, c'est f fois mon effort normal. Et donc, on va avoir, donc si je reprends mon schéma cinématique, on voit que les efforts tangentiels, c'était YA, YB, et mes efforts normaux, c'était XA et XB. Et petite remarque, vu qu'on est à la limite du glissement, en plus, là, je peux même justifier, vu que là, j'ai la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, et que là, ici, ça, c'est la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Au passage, je peux même justifier que YA et YB sont bien orientés vers le haut. Du coup, on va avoir quoi? On va avoir des relations du genre YA est égal à petit f XA et YB est égal à petit f XB. Ça, c'est parce que je suis en limite de glissement. Et là, j'arrive à trouver donc deux équations supplémentaires. Donc maintenant, j'ai 5 équations pour trouver 5 inconnus. A priori, j'ai quand même plus de chances de m'en sortir. Alors, ce que je vous propose, par exemple, c'est de, on va dire, tout exprimer en fonction... on va faire ça dans quel sens? On va injecter 4 et 5. Alors, déjà, on a un sous-système. C'est-à-dire qu'avec 1, 2, 4 et 5, je peux déterminer XA, YA, XB, YB en fonction de mon poids et de petit f. Donc déjà, on va raisonner là-dessus. Et après, on travaillera sur xlim. Alors, la première équation, qu'est-ce qu'elle me donne? Donc, je vais déjà raisonner juste avec ce sous-système. Elle va me donner que XA est égal à XB. Ça, c'est mon équation 1 qui me donne ça. Mon équation 2, elle va me donner le fait que donc P est égal à YA plus YB, ok. C'est égal à YA plus YB, très bien. Alors maintenant, avec 3 et 4, je vais pouvoir par exemple me débarrasser de YA, YB pour faire apparaître que XA et XB. Et du coup, cette équation, si je rajoute dedans mes expressions 4 et 5, ça va me donner le fait que mon poids
est égal à petit f xa plus petit f xb. Oui, mais d'après la relation 1, je sais que xa c'est la même chose que xb. Donc du coup, je vais pouvoir en déduire que petit p c'est égal par exemple à 2 fois fxa. Et donc on en déduit que xa est égal à p sur 2f. Alors une fois qu'on est arrivé à trouver xa, ben là après c'est facile. Hein. Donc si xa est égal à p sur 2f, alors j'encadre en rouge parce que c'est déjà un résultat intéressant. On en a trouvé une. On en déduit, vu que xa est égal à xb, ben que xb est aussi égal à p sur 2f. Pardon, petit f. Ok. Et maintenant que je connais xa et xb, hein, grâce à mes deux relations qui viennent de la limite du glissement, je peux en déduire que ya... C'était des grandes lettres ou des petites lettres? Je sais plus. J'essaie de rester cohérent, c'était des petites lettres. Alors, excusez-moi, juste, hein, pour être cohérent dans mes notations, tout ça c'est des petites lettres. A, B, B, A, B. Ok, c'est plus cohérent en termes de notation. Et donc ya est égal à p sur 2, et yb est égal à p sur 2. Alors, petite remarque, hein, là on voit bien que j'ai quand même a priori pas mal réfléchi au sens de mes vecteurs, puisque j'ai trouvé que des valeurs positives. Mais attention, hein, dans mon torseur d'action mécanique de 0 sur 1, j'avais un moins devant le xa. Donc, tout ça est bien cohérent. Ok, et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à injecter ces 4 résultats, enfin les résultats dont j'ai besoin dans l'équation 3. Hop, ça c'était 3. Hein. Donc si j'injecte tout ça dans 3, qu'est-ce que je vais trouver? Alors j'avais du moins P xlim, c'est ce que je cherche, plus A sur 2. Alors, plus 0, je l'oublie, plus A, YB, mais YB, c'est P sur 2. Donc, plus A, P sur 2, plus H, XB, mais XB, c'est P sur 2F, est égal à 0. Ok, donc maintenant, dans cette relation, il ne me reste plus qu'à isoler Xlim. Alors, c'est parti. On va avoir du... Alors, je vais faire étape par étape, hein, parce que Xlim plus A sur 2... ça va être égal à A P sur 2 plus H P sur 2F. Le tout fois 1 sur P. Et si je passe le A sur 2 de l'autre côté, ça va me faire du moins A sur 2. Ok. Donc on va un tout petit peu simplifier les choses. Xlim est égal. Donc là, je vois que je peux mettre P sur 2 en facteur. Donc P sur 2, facteur de A plus H sur 2. Ok. Ça, c'est divisé par P moins A sur 2. Très bien. Alors là, c'est intéressant. Hein. On voit que les P simplifient. On va en reparler dans pas longtemps, dans 3 minutes. Et du coup, au final, il va nous rester... Donc A moins A sur 2, ça va nous faire A sur 2 plus H sur 2. Donc Xlim, ça sera A plus H sur 2. Ok, donc ça veut dire quoi? J'ai pas des F qui ont disparu dans l'histoire? Si. Si, j'avais un F à ce niveau-là. Ok, et du coup... on va marquer ça comment? Bon, A sur 2 plus H sur 2F, par exemple, quelque chose dans ce coup-là. Est-ce que c'est cohérent?
j'ai un micro-doute sur mon résultat. Je l'ai plus en tête. Alors, cette ligne-là, il n'y avait pas de... Je reprends. YB c'est bien P sur 2, plus HXB, XB c'est bien ça. Ok. Ensuite, donc j'ai passé ce terme de l'autre côté, il reste du 1 sur 2, P sur 2 divisé par P moins sur 2, ok. J'ai mis P sur 2 en facteur, ça fait H, ok. Ok, bon, ça doit être ça. Très bien, donc là j'ai une valeur xlim. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur, donc là ce qu'on nous dit dans le sujet, c'est que si x est plus grand que xlim, je serai à l'équilibre. Si x est plus petit que xlim, je ne serai pas à l'équilibre. Alors, plusieurs remarques intéressantes. La première, c'est que, si on reprend juste le schéma à côté, on voit que cette valeur va dépendre de h, de a, ok, de f, mon coefficient de frottement, mais ça ne dépend pas du tout de p. C'est quand même un premier résultat intéressant. Petite remarque, on avait déjà trouvé le même genre de résultat sur l'échelle. En fait, c'est des exercices qui se ressemblent un peu d'un point de vue conceptuel. Je vous propose qu'on essaye de réfléchir graphiquement à ce résultat. D'où ça vient, avec un raisonnement un peu graphique. Et petite remarque, si une fois qu'on aura fait la construction graphique, vous pourrez même retrouver ce résultat en faisant simplement de la trigo. Donc, je vais effacer tout ce qui était écrit sur cette figure. Et on va raisonner à partir de là. Ok, donc ce que je vous propose déjà pour commencer, on va représenter les cônes de frottement de nos actions mécaniques. Donc là, je vous présente un cône de frottement. Alors, je ne sais pas trop l'angle que je fais, je vais juste essayer de garder le même pour mes deux contacts. Alors, petite remarque, même le raisonnement que je fais, quand bien même on aurait des cônes de frottement différents, on pourrait le faire quand même. Voilà, donc ça, c'est mes cônes de frottement. Très bien. Donc, si je repense à mon isolement là, que j'ai entouré en vert sur mon graphe de structure, mon système de 1 plus 2, il est soumis à 3 actions mécaniques. L'action mécanique de ma sphère plan au point A, l'action mécanique de ma sphère plan au point B et mon poids. Très bien. Et ces 3 actions mécaniques, on en a déjà parlé, c'est 3 glisseurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système qui est soumis à 3 glisseurs. Donc là, dans un premier temps, on suppose que x est plus grand que x limite. Du coup, on est censé être à l'équilibre. Notre système, il ne bouge pas. Et donc, si on a un système à l'équilibre qui est soumis à 3 glisseurs, on sait que les droits de support de ces 3 forces, ou les axes centraux de ces 3 glisseurs, doivent s'intersecter en un point. Alors, je vous propose qu'on essaye de représenter ça. Alors, juste ce que je vais faire, je vais faire en gras et en rouge le poids. Je me suis loupé. Ok, en gras et en rouge le poids. Et on va représenter on va dire en violet, les droites supports de mes forces. Donc j'ai une droite qui passe par le point G et qui est suivant le vecteur directeur du poids. Très bien. Ok. Donc je sais que a priori, mes deux autres droites doivent s'intersecter quelque part le long de cette droite. Alors je vais prendre un point au pif. Je vais supposer, pourquoi pas, que c'est plus ou moins entre le point A et le point B. Bon, pourquoi pas. A priori, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais je veux juste voir si c'est possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite support de l'action mécanique de la force, on va dire de 0 sur 1 qui s'applique au point B, elle doit nécessairement passer par le point B, c'est le point d'application de la force, et par ce point d'intersection. Et donc là, ça veut dire que je pourrais représenter, par exemple, on va dire par exemple en vert. Non, vert, j'avais déjà mon code de frottement. Bleu, c'est déjà pris. En orange. Donc voilà, là j'aurai par exemple la résultante de 0 sur 1, petit b. Et de même, je vais avoir donc l'action mécanique, donc cette fois-ci de 0 sur 1, petit a, qui passe donc forcément par le point A, et qui passe aussi forcément par mon point d'intersection de mes deux autres droites. Et du coup, là, je vais pouvoir
représenter graphiquement, hein, pour fixer les idées, la résultante de l'action mécanique de 0 sur 1 petit a. Ok. Alors, on va juste réfléchir à cette configuration. Est-ce que cette configuration d'équilibre est possible? Alors, je vous laisse réfléchir 15 secondes. Donc là, on a bien nos 3 droits de support qui s'intersectent en un point. Je pourrais même d'ailleurs graphiquement, au passage, trouver les longueurs de ces vecteurs par rapport à la longueur de la flèche associée au poids, hein, puisque je vous rappelle que la somme vectorielle des résultants doit être égale à 0. Je vous renvoie vers le théorème du système soumis à 3 glisseurs. Ok. Et donc, il semblerait que c'est une solution d'équilibre possible. Petite remarque, hein, que le point d'intersection se situe à ce niveau-là, un peu plus bas ou un peu plus haut. A priori, à chaque fois, c'est possible. Encore une fois, à ce point, je l'ai pris quasiment au pif. Donc là, ça montre 2 choses. La première chose, c'est que tant qu'on n'est pas à la limite du glissement, et on va justifier après pourquoi on n'est pas à la limite du glissement, ben a priori, j'avais plusieurs solutions possibles pour mon équilibre. Et ça, c'est logique, puisqu'on a vu que tant qu'on n'était pas à la limite du glissement, on avait en fait 3 équations pour 5 inconnus. Ce qui montre bien qu'on pouvait fixer 2 inconnus et trouver quand même une solution. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, par exemple, qu'on aurait pu choisir à chaque fois les composantes tangentielles. Donc là, j'ai supposé que mes composantes tangentielles, elles faisaient cette longueur-là et cette longueur-là. Mais si j'avais pris des composantes tangentielles un peu plus grandes ou un peu plus petites, j'aurais pu trouver un autre point d'équilibre. Et ça, c'est possible parce que j'avais que 3 équations pour 5 inconnus. Et accessoirement, je sais que je suis à l'équilibre et que je ne suis pas à la limite de l'équilibre. Alors pourquoi est-ce que je sais que je ne suis pas à la limite de l'équilibre? Pour la simple et bonne raison que... excusez-moi. Voilà. Pour la simple et bonne raison que si vous regardez là, mes actions mécaniques de 0 sur 1, les droits de support sont strictement à l'intérieur du cône de frottement. Là, on est vraiment strictement à l'intérieur, on n'est pas du tout sur le cône. Et on a vu que quand on avait du glissement ou quand on était à la limite du glissement, on était nécessairement sur le cône de frottement. Alors attention, hein, je vous rappelle les implications. Si on est en adhérence, donc si on n'est pas en situation de glissement, on sait que notre droit de support est nécessairement sur ou à l'intérieur du cône de frottement. Par contre, si on est en limite de glissement ou en glissement, on est nécessairement sur le cône de glissement. Donc en jouant avec les contraposés de ces implications, là, vu qu'on est sur le cône de glissement, je dis n'importe quoi, vu qu'on est à l'intérieur du cône de glissement, on est forcément à l'équilibre et on n'est pas à la limite de l'équilibre. Et petite remarque, hein, ce raisonnement qu'on vient de faire, on a pu le faire avec notre force P qui était représentée comme ici. Mais si ma force P, au lieu d'être ce vecteur-là, c'était un vecteur qui était beaucoup plus grand, alors, au même point G, hein, je voulais juste tracer à côté là, le raisonnement était rigoureusement le même. Ça veut juste, la seule différence, c'est que la norme de ces vecteurs aurait été plus importante, hein, puisque je vous rappelle que la somme vectorielle de mes 3 résultants doit être égale à 0. Mais c'est ça typiquement ce qu'on appelle une situation d'arc-boutement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'équilibre, et que si j'augmente mon chargement, je pourrais l'augmenter autant que je veux, je resterai dans une situation d'équilibre. Donc là, je peux tirer aussi fort, je peux suspendre un éléphant à ma pièce 2, ça ne changera rien. Alors encore une fois, hein, ça ne changera rien tant que l'ensemble de mes hypothèses, de mon modèle reste vrai. En pratique, hein, si vous accrochez un hippopotame à ce niveau-là, c'est pas impossible, hein, que votre pièce à ce niveau-là, par exemple, se casse en deux. Mais auquel cas, on n'est plus dans l'hypothèse du solide indéformable. Donc on sort complètement du cadre de notre cours. Mais on va dire que pour des charges raisonnables, a priori, notre résultat nous montre qu'on est à l'équilibre, quelle que soit la valeur de notre effort P. Et ça, c'est super intéressant, et c'est ça qu'on appelle un arc-boutement. Alors maintenant, on peut réfléchir à ce qui se passe. Alors je vais juste effacer mes forces. On va réfléchir qu'avec les droits de support, hein, ça suffira pour le raisonnement. Alors on peut réfléchir à ce qui se passe si on diminue la valeur de x. Donc en d'autres termes, si je rapproche... Alors, juste... Hop, je l'ai fait continuer de l'autre côté. Ok. Donc si je rapproche mon solide 2 de mon axe, hein, donc si je décale tout vers la gauche. Alors pour ce faire, pour raisonner,
hop, je vais juste décaler ce qui est représenté ici. Donc voilà, imaginez que je décale vers la gauche mon solide et que je me ramène par exemple à ce niveau-là, pour commencer. Et là, ce que je vous propose, c'est... Alors, ce que je vous propose, on va copier-coller ça. Voilà, donc là, je l'avais fait en violet, je vais changer de couleur, on va faire tout ça en... Allez, en rose. Et maintenant, on va refaire la construction en rose. Bon, bah là, je peux a priori encore trouver un point d'équilibre, on va dire ici par exemple, et faire en sorte que mes droites support, donc elles passent bien à chaque fois par le point de contact, par mon point d'équilibre, enfin par mon point d'intersection de mes trois droites support. Alors juste, je vais le faire un tout petit peu moins gras. Donc là, c'est la droite support de l'action mécanique associée à la sphère plan en B, donc il passe bien par le point B et par le point d'intersection de mes trois actions mécaniques. Encore une fois, j'ai pris ce point, mais j'aurais pu en prendre un autre. Mais ce qui est intéressant à noter, alors je vais juste essayer de faire un tout petit peu mieux mon tracé, voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que je suis toujours strictement à l'intérieur de mon cône. Donc ça veut dire que là, j'ai encore un x qui est plus grand que x limite. Et vous pouvez noter que je suis toujours donc strictement à l'intérieur de mon cône. Donc, quoi qu'il arrive, je resterai en situation d'équilibre. J'ai un système soumis à trois glisseurs, j'ai bien mes trois droites support qui s'intersectent. Et je ne peux pas avoir de glissement puisque je suis strictement à l'intérieur de mon cône de frottement. Par contre, ce qui est notable, c'est que, alors ça se voit bien au niveau du point B, c'est que je me suis quand même rapproché de mon cône de frottement. Là, ma droite support à ce niveau-là était quand même plus proche de ma normale, que je vais représenter en noir. Là, donc ça, on va dire que c'est ma normale. Ben là, on voit que mon angle, il a globalement augmenté. J'ai un angle de ma résultante par rapport à la normale qui se rapproche doucement de l'angle de mon cône de frottement. Et je pense que vous voyez maintenant ce qui va se passer au bout d'un moment. Ben, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une certaine configuration où je serai sur mon cône de frottement. Alors du coup, on va la tracer. Alors celle-là, on va la tracer en... qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme couleur? Allez, en marron. Donc en marron, imaginez que maintenant, mes droites support de mes forces soient sur mon cône de frottement. Alors comment je vais faire ça? À partir de B, on va rester sur le cône. Ok, et je vais juste la prolonger de l'autre côté, parce que c'est une droite. Ok, donc là, je sais a priori que quoi qu'il arrive, l'action mécanique de 0 sur 1, qu'il y ait du glissement ou qu'il n'y ait pas de glissement, je sais que la droite support est forcément dans ou sur le cône. Et si on est sur le cône, on peut être soit en limite du glissement, soit en glissement, soit en adhérence. Donc là, a priori, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le cas critique. Je ne pourrai jamais avoir une action mécanique qui sort du cône de frottement. Ça, c'est pas possible d'après le modèle de Coulomb. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ces deux droites, elles s'intersectent en un point à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je reprends encore une fois, copier, coller, et juste en termes de style, ça je le passe en marron maintenant. Oups. Ok, donc ça veut dire que mon poids, tant que je vais être à droite de ce point que j'ai fait en marron, pas de problème, je resterai strictement à l'intérieur de mon cône de frottement. Et là, quand j'arrive à cette distance-là, qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis pile poil à la distance qu'on appelle... alors, pas tout à fait, parce qu'il y avait le A sur 2. Non, excusez-moi. Donc là, je suis à la distance X limite. Donc là, ça veut dire que à cette distance, au niveau de mes sphères plans, les droites support sont pile poil sur le cône de frottement. Donc là, c'est encore possible que je sois dans un état d'équilibre. Mais par contre, quand X va se réduire encore un tout petit peu, donc là, si je décale très légèrement ma force vers la gauche, que je prends un X du coup, maintenant qui est plus petit que X limite, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il commence à avoir pas mal de traits, donc je vais peut-être en faire un tout petit peu le ménage. Je vais garder que ce qui est marron. Hop, ok. Là, ce qu'on voit, c'est que je n'ai plus un seul point d'intersection, puisque mes deux droites support de mes forces associées à mes sphères plans s'intersectent
à ce niveau-là. Et je ne peux pas avoir des angles plus importants, hein. C'est pas possible d'avoir typiquement des droits de support qui sont comme ceci, hein, puisque là je sortirai du cône de frottement, et ça j'ai pas le droit. Donc là j'ai les angles maximaux par rapport à chaque fois, hein, au normal que je vous refais encore une fois en noir. Donc là c'est ma normale en A, et là c'est ma normale en B. Ok. Mais par contre, au niveau de mon poids, mon poids il intersecte. Il peut pas intersecter en ce point-là, je me suis trop décalé à gauche, et il intersecte ici et là. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que mes trois droites de contact ne s'intersectent pas en un seul point. Or, d'après le théorème du système soumis à trois glisseurs, si un système est en équilibre sous l'action de trois glisseurs, alors les trois droites de support doivent s'intersecter en un point. Mais là, elles s'intersectent en 3 points. Ici, excusez-moi, ici, là et là. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire ? Je peux en déduire que pour des valeurs de x plus petites que x limite, je ne peux pas être en équilibre. Voilà, donc là, ça veut dire que quand x est plus grand que x limite, on est dans une situation d'arc-boutement, puisqu'on est non seulement en équilibre, mais en plus que cet équilibre est indépendant de mon chargement. Et quand x est plus petit que x limite, je ne suis plus en situation d'équilibre. Sauf si p est nul, petite remarque. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit déjà 2 fois là à l'oral, sur le fait que j'étais en équilibre, et ce, indépendamment de mon chargement. Encore une fois, parce que dans beaucoup de systèmes, ce ne sera pas le cas. Notamment le premier qu'on a vu en exemple dans le cours. Imaginez votre bureau et vous posez sur votre bureau un bouquin. Voilà, donc là je pose sur mon bureau un bouquin. Et je viens appliquer avec mon doigt une petite force à ce niveau-là. Alors si j'applique une force très faible, je peux être en situation d'équilibre. Les frottements font que mon bouquin ne bouge pas. Mais maintenant, si j'applique un effort plus important, si vous appuyez maintenant plus fort sur votre livre, au bout d'un moment, il va se mettre à se déplacer. Donc là, vous n'êtes plus en situation d'équilibre. Donc là, on voit que dans certaines configurations, en augmentant la charge, on va pouvoir casser l'équilibre, enfin rompre l'équilibre. Quand on a de l'arc-boutement, et c'est ça la définition de l'arc-boutement, c'est que c'est un équilibre qui va être indépendant de la charge, enfin indépendant de la norme de la charge, du chargement. Ok, donc là, on vient de faire l'explication un peu formelle et théorique de ce qu'est l'arc-boutement, et je vous propose pour finir de voir un exemple de l'arc-boutement, je veux dire au quotidien, en tout cas déjà en méca, et après on parlera d'un exemple vraiment du quotidien. Alors imaginez qu'on essaye de concevoir une pivot glissant. Alors pour concevoir une pivot glissant, pas de souci, vous savez faire, il faut une pièce cylindrique, dans laquelle on vient mettre, attendez, je vais faire l'inverse, alors une pièce cylindrique, une pièce en orange, qui n'est pas forcément cylindrique d'ailleurs, je vais la faire au carré, dans laquelle on vient mettre, on vient creuser un trou, ce qu'on appelle avec un vocabulaire un petit peu plus technique un alésage, pour information. Donc voilà, donc là j'ai une pièce pleine, à l'intérieur de laquelle je viens faire un alésage, et dans cet alésage je viens de mettre une pièce en violet, donc là voilà, j'ai une pièce violette à l'intérieur. Ça c'est vu de face. Donc mon cylindre violet il va pouvoir translater, etc. par rapport à translater vers moi et tourner autour de l'axe qui passe par le centre et qui vient vers moi, par rapport à la pièce orange. Ok, ça c'est en théorie. En pratique, ça c'est très compliqué à faire. Si vous faites, déjà parce qu'on ne sait pas faire des formes parfaites dans la vraie vie, donc faire un cylindre parfait, déjà c'est pas évident, et faire un cylindre creux parfait et un cylindre plein parfait qui ont pile poil les mêmes dimensions au pouillème de nanomètre près, je vous fais pas un dessin, c'est pas vraiment facile. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer effectivement un cylindre plein et on va avoir un cylindre creux qui aura en fait un diamètre un tout petit peu plus grand. Et donc on va avoir ce qu'on appelle du jeu. Donc là on a notre pièce orange à ce niveau-là. Vous savez quoi, j'ai même les colorier, ça sera encore plus joli. Là on va avoir notre pièce orange à ce niveau-là. C'est pas facile le coloriage. Ok. Et on va avoir notre pièce violette au milieu. Et entre les deux, là, la partie qui est restée en blanc, c'est ce qu'on va appeler du jeu. Ok, donc ça c'est vue de face. Maintenant, je vais vous en faire une vue de côté. Donc là, je raisonne avec une vue de côté. Et je vais, dans l'idée, couper au milieu pour voir ce qui se passe au milieu de mon système.
Donc imaginez que je coupe avec une scie pour voir ce qui se passe au milieu et que je regarde par la gauche. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon cylindre violet qui du coup va ressembler à un rectangle. Excusez-moi, un petit souci pour dessiner un rectangle. Ok. Donc là, j'ai mon cylindre violet qui ressemble à un rectangle. Et je vais avoir donc ma pièce orange avec le trou au milieu, qui va globalement être composée de deux parties, si je raisonne en coupe, enfin en section pour être tout à fait précis. Voilà donc la partie qui est plutôt au-dessus et la partie qui est plutôt en dessous. Donc encore une fois, juste pour fixer les idées, je vais vous colorier là où il y a de la matière, pour qu'on se comprenne bien. Alors juste, on va supposer que la tige intérieure est plus grande, ça va m'arranger pour la suite. Donc voilà, donc là j'ai la matière de mon cylindre en violet à ce niveau-là, à l'intérieur. Et ma pièce avec l'alisage en orange, elle est tout autour du cylindre, mais là j'ai coupé au milieu, hein, donc elle est pour l'instant, on va dire, au-dessus et en dessous. Très bien. Et maintenant, imaginez que je vienne appliquer une force, par exemple, au niveau de ce point-là, vers le bas. Ok, une force F. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer là pour mon mécanisme? Ce qui va se passer, c'est que naturellement, mon système va avoir tendance à tourner et à venir se mettre en contact, en butée, comme ceci. Hop, je prends ça. Hop là, comme ceci. Et donc je vais avoir en fait un point de contact à ce niveau-là et un point de contact à ce niveau-là. Donc si ce point je l'appelle petit a et que ce point je l'appelle petit b, peut-être que là vous commencez petit à petit à voir qu'on n'est pas très très loin du problème qu'on a traité en fait. On va pouvoir avoir des conditions d'arc-boutement quand on va avoir du jeu dans les liaisons. Et en pratique, on a toujours du jeu dans nos liaisons. Et donc dès qu'on va avoir un effort qui, pour faire simple, va pas être pile poil porté par l'axe. Donc là, si j'avais eu un effort porté par l'axe de mon cylindre, il n'y aurait pas eu de souci, j'aurais pu faire translater mon système. Mais si j'ai un effort qui n'est pas sur l'axe, dirigé par l'axe, hein, donc c'est-à-dire que même si j'avais eu un effort, on va dire comme ceci, par exemple, un effort F comme ceci, je vous laisse vous convaincre que je me serais retrouvé aussi assez naturellement dans ce genre de configuration, puisque cet effort-là, si je prends un point quelconque qui appartient, on va dire, à l'axe de mon cylindre avant qu'il ait tourné, eh ben, il aurait donné envie à ma pièce de tourner. Donc assez naturellement, ma pièce va se mettre en butée, en contact avec le point A à ce niveau-là et le point B à ce niveau-là. Et donc, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on peut calculer à quelle distance... Alors, je vais le faire en noir. À quelle distance, on va dire petit f, à quelle distance petit x, je peux appliquer une force et que ça bouge encore. Voilà. Donc là, si j'applique f à une distance x qui est inférieure à mon x limite, ma liaison pivot glissant, elle pourra quand même translater. Mais si jamais ma force, au lieu de l'appliquer à ce niveau-là, je l'applique, alors imaginez que mon système soit un tout petit peu différent, et que, soit un tout petit peu, je rajoute une barre. Voilà. Et si au lieu de l'appliquer à cet endroit-là, je l'appliquais en fait à ce niveau-là, mon effort F, là j'aurais eu un X, cette fois-ci par rapport à... qui aurait été beaucoup plus important. Et donc si X cette fois-ci est plus grand que X limite, ce qui va se passer, c'est que là ma pivot glissant, elle pourra plus translater. Donc l'arc-boutement, c'est quelque chose qui va avoir tendance à nous bloquer des mouvements qui sont a priori possibles sur des mécanismes. Alors je vous donne deux exemples, un tout petit peu techno pour ceux qui sont tombés dessus en TP, et un peu plus du quotidien. On va commencer par l'exemple techno. Ceux qui sont passés en TP sur la cordeuse de raquette. Si vous vous souvenez, il y avait des pinces qui permettaient de bloquer les cordes. Et les pinces, on pouvait les déplacer, donc c'est bien qu'on avait des degrés de liberté en translation. Et en particulier, on pouvait les déplacer dans la direction de la corde. On pouvait pincer la corde à différents endroits. Mais par contre, une fois qu'on a pincé la corde, quand on enlevait l'effort, notre pince,
elle bougeait pas, alors qu'a priori, vu qu'on avait un effort et un degré de liberté en translation possible, elle aurait dû se redéplacer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, vu que l'effort de la corde, peut-être juste faire un mini dessin, pour ceux qui l'ont fait, hein. Donc là, on avait notre pince, ok? Et dans l'idée, on avait beaucoup plus bas, à ce niveau-là, on avait une glissière même, pour être tout à fait précis. Le raisonnement marche pareil pour une glissière que pour une pivot. Donc quand vous voulez déplacer la pince, pas de souci, avec vos doigts, vous appliquez en fait un effort globalement à peu près à la base de la pince. Et ce qui se passe, c'est que quand on vient bloquer, donc là, si je mets une corde, je la représente en bleu, pas en bleu, j'ai déjà du bleu, je la représente en vert. Quand je mettais une corde et que je venais la bloquer, la corde après, elle exerçait un effort sur notre pince. Mais cet effort, il était à une distance que je peux appeler x, qui était assez importante de ma glissière, je vais dire un mot qui n'est pas très joli, de l'axe de ma glissière. En pratique, on faudrait regarder comment est créée cette glissière, mais elle est créée avec une pivot glissant. Donc, bon. En tout cas, de la réalisation matérielle de ma glissière. Et cette distance x, elle est en fait supérieure au x limite de notre mécanisme. Et c'est pour ça que notre pince, elle ne se barrait pas avec la corde. On était en fait en situation d'arc-boutement. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont passés sur la cordeuse. Maintenant, pour tous les autres, si vous avez chez vous ou chez des membres de votre famille des vieux meubles, et notamment je pense à des vieilles commodes avec des vieux tiroirs, vous avez peut-être déjà été confronté à cette difficulté à ouvrir les tiroirs. Quand vous essayez de tirer le tiroir, ça ne marche pas, alors que pourtant, a priori, il y a une glissière entre le tiroir et le meuble. Et il faut légèrement en fait soulever le tiroir et tirer dans l'axe. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, si je raisonne juste sur ce système, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, hop, j'efface un peu tout mon truc. Il faut légèrement soulever le tiroir, ce qui revient en gros à essayer de se remettre un petit peu dans cette configuration et surtout tirer dans l'axe. Parce que si jamais vous avez un peu trop de poids à l'avant de votre tiroir et que vous tirez, potentiellement vous allez être en situation d'arc-boutement. Donc là, dans votre tiroir, il faut le remettre dans l'axe et après le tirer. Là, c'est vu de côté, votre tiroir. Voilà, donc c'est une autre situation hyper classique d'arc-boutement. Et si vous regardez autour de vous et que vous cherchez les situations d'arc-boutement, vous allez voir que c'est quand même assez classique. Donc ce qui fait que c'est un classique de sujet. Alors ça tombe pas tous les ans, loin de là, mais assez régulièrement, on peut vous parler d'arc-boutement dans les sujets. Donc il faut l'avoir déjà croisé une fois ou deux. Dernière remarque, je vous laisse vous convaincre. Alors, si je remonte, je dois l'avoir pas très loin au-dessus. Hop, ça c'est le DS. Non, je sais pas où il est. Bon, je vous laisse vous convaincre, vous avez la vidéo, si c'est là, que l'exercice de l'échelle, c'est la même chose. Puisque typiquement, quand on était par exemple dans cette configuration, là, quelle que soit la valeur quel que soit le poids que je mettais au niveau de mon centre de gravité, si j'avais un poids beaucoup plus important, vu que l'action mécanique était à l'intérieur de mon cône de frottement, au niveau de mon point de contact avec le sol, j'étais en fait dans une situation d'arc-boutement. Quelle que soit la valeur de P, je resterai en équilibre. Au final, l'exercice de l'échelle est un peu plus simple, mais ressemble pas mal à ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ok, c'est un long exercice avec pas mal de choses. Donc, juste pour rebalayer rapidement, graphe de liaison, grand classique. Mise en place donc des torseurs d'action mécanique en modélisation plane et avec frottement, donc deux petites subtilités. Ensuite un PFS on ne peut plus simple. Allons déjà justifier que sans frottement, notre système il correspond pas à ce qu'on veut mettre en évidence, donc il faut forcément modéliser le frottement. Puis du PFS classique, mais on a trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations, donc il faut rajouter des équations, et pour ce faire on va se mettre à la limite du glissement. Et donc on a mis en évidence notamment qu'il y avait une longueur limite, enfin x limite, et que si notre masse était relativement proche de notre axe à ce niveau-là, on pouvait avoir du glissement, et si notre masse était trop loin, on était en situation d'arc-boutement, et on n'avait pas de glissement, et ce, quelle que soit la valeur de mon effort. Et donc la définition d'une situation d'arc-boutement, c'est ça, c'est qu'on est à l'équilibre, même si on est à l'équilibre à cause d'un frottement, même avec des efforts aussi importants que l'on veut. Voilà, après la petite explication graphique et un peu avec les mains. Essayez de bien cerner tout ça. Si c'est pas clair, on en rediscutera sur Zoom, un de ces quatre.
Et je vous dis donc à la prochaine fois pour la suite du cours.